C'est un plaisir de vous retrouver et bienvenue à ce journal. À la une tenue de la 9e réunion de concertation de l'Association des Sénats d'Afrique et du monde arabe à Bujumbura. Parmi les points à l'ordre du jour se trouvent les effets et les répercussions de la Covid-19 sur l'économie et la réponse des gouvernements. Et à la page gouvernance, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM en sigle, rappelle aux nouveaux membres du gouvernement de l'interdiction d'exercer une activité privée pour eux, mais également de déclarer leurs biens comme le stipule la Constitution. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Nous débutons ce journal avec la page gouvernance. Le LUCOM rappelle aux nouveaux membres du gouvernement de déclarer leurs biens comme le stipule la Constitution. Lors d'un point de presse ce lundi, Gabriel Ruffieri, président de cette organisation, trouve que la place des experts est indispensable pour faire asseoir la bonne gouvernance. Il rappelle aussi l'interdiction à tout mandataire public à titre professionnel d'exercer plutôt une activité privée. Suivez-le. L'OLUCOM voudrait rappeler certains principes dans le but d'aller vers le développement et la bonne gouvernance dans notre pays. Vous savez que le Burundi aujourd'hui est compté parmi les premiers pays les plus pauvres. On espère que d'ici 2027, qu'on aura un PIB par habitant de $1000 américains. Pour que cela soit une réalité, il y a des principes de base. D'abord, il faut que tous les discours du chef de l'État soient accompagnés par des actes concrets à travers des documents de politique minutieusement étudiés par les experts. Le point des experts est quelque chose de capital au Burundi. Nous pensons qu'avec le budget programme, s'il ne sera pas saboté, on pourra arriver loin. Et c'est à ce niveau que des réformes pourraient être engagées. Et aussi au niveau de la gouvernance, des stratégies de lutte contre la corruption et les malversations économiques pour enraciner les principes de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. La première chose à faire est simple. Il faut d'abord le respect de la Constitution et d'autres lois qui en découlent. L'article 95 de la Constitution burundaise, les membres du gouvernement peuvent déclarer le patrimoine et bien en déa 15 jours. Dans les 15 jours qui suivent les prestations de serment, ils doivent déclarer le patrimoine. Et nous sommes en train de compter sur les doigts ces jours-là. On attend vraiment. Autre chose, il faut savoir que les enfants mineurs, donc moins de 18 ans, aussi doivent déclarer le patrimoine. Donc, le nouveau gouvernement vraiment doit montrer qu'il est à la hauteur. Un autre point que je voudrais souligner, c'est le décret loi numéro 1/03 du 31 janvier 1989 à son article 12 qui stipule que les mandataires publics n'exercent plus le commerce. Supposons si un ministre ou un autre serviteur, est-ce que vraiment quelqu'un qui a 20 camions ou 30 camions qui est en train d'aller, je ne sais pas, Tanzanie ou en train de revenir, est-ce qu'il aura le temps vraiment de réfléchir sur des projets du pays? Jamais. Et c'est un pas en avant pour le Burundi dans la lutte contre la traite des humains. Le colonel Epitas Masumbuko, président de la Commission nationale de la prévention et la répression de la traite des personnes, explique qu'avant 2019, le Burundi était classé sous la ligne rouge et qu'il est pour le moment à la 2e place. Et selon lui, cela provient d'une expérience avec la Tunisie. La délégation de ce pays plutôt est de retour au Burundi depuis ce lundi pour voir l'état d'avancement de la lutte contre la traite des personnes. Suivez. Il y avait un comité ad hoc qui a été mis en place en 2019. Donc le comité ad hoc avait effectué effectivement une visite en Tunisie parce que la Tunisie était choisie parce que c'était un pays qui avait fait des progrès dans la lutte contre la traite des personnes. Après la visite effectuée par le comité ad hoc en Tunisie, donc le comité d'alors
est venu avec l'expérience reçue de la part de l'instance tunisienne et mettre en œuvre, et cette fois-ci ici au Burundi, en développant des actions allant dans le sens de lutte contre la traite des personnes au Burundi. Et je vais vous signaler qu'on a déjà marqué des pas au niveau effectivement de lutte contre la traite des personnes au Burundi, où le pays vient de classer au niveau 2. Donc c'est un niveau satisfaisant par rapport à l'évaluation qui est faite par le département des États-Unis d'Amérique. Et c'est un niveau qui ouvre la voie à la coopération directe entre le pays et les États-Unis d'Amérique. Donc, on peut avoir accès à plusieurs avantages. Donc, la visite d'aujourd'hui de la délégation tunisienne est une visite retour. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre d'échanges d'expériences et partage des bonnes pratiques au niveau de nos deux structures. Donc la commission de lutte contre la traite des personnes au Burundi et l'instance nationale de la République de Tunisie. Et l'Association des Sénats d'Afrique et du monde arabe tient sa 9e réunion de concertation à Bujumbura. Les réflexions portent sur les effets et les répercussions du Covid-19 sur l'économie arabo-africaine et la réponse des gouvernements. La guerre russo-ukrainienne et ses effets sur les chaînes d'approvisionnement, les prix de l'énergie et les denrées alimentaires. Les détails avec Jean de Dieu, Ilakote. Bujumbura abrite la 9e réunion de concertation de l'Association des Sénats, Shura et conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe. Entre autres objets de réflexion, les effets et répercussions de la pandémie de Covid-19 dans les économies de ces pays et la réponse des gouvernements, souligne le président du Sénat burundais. L'Association des Sénats, Shura et conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe se réunit aujourd'hui pour mener des réflexions sur deux thèmes: les effets et les répercussions de la pandémie de la Covid-19 sur les économies arabo-africaines et la réponse des gouvernements. La guerre russo-ukrainienne et ses répercussions sur les chaînes d'approvisionnement, les prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Vers la fin de l'année 2019, le monde a connu la pandémie de la Covid-19 qui s'est propagée rapidement dans tous les pays, causant des dommages dans tous les secteurs. Anan Mayara, président de la CECA, tout comme le vice-président et délégué du président burundais, note 15 000 milliards comme perte économique estimée par le Fonds monétaire international jusqu'en 2024. Selon les estimations du Fonds monétaire international, le FMI, les pertes économiques mondiales dues à l'épidémie du coronavirus s'élèveront à environ 15 000 milliards de dollars d'ici 2024. Compte tenu de la hausse des prix de l'énergie et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, le Fonds monétaire international s'attend également à ce que l'inflation se poursuive et augmente à court terme en moyenne de 3,9% dans les économies avancées et de 5,9% dans les marchés émergents et les économies en développement en 2022. Cette réunion de concertation qui réunit 18 pays viseront les organisateurs à mieux appréhender ces défis en vue d'apporter la réponse adéquate. À la page éducation, 70 étudiants des masters en sciences des aliments et nutrition et sciences de santé et nutrition sont attendus sur plus de 750 qui ont passé le concours d'accès ce dimanche. Professeur Mélance Ndwenimana, coordonnateur du Centre d'excellence régionale en sciences de la nutrition et en sigle, annonce que parmi les 70 étudiants, 50% seront des femmes pour respecter le quota exigé par le projet. Suivez.
Pour cette année, c'est la deuxième cohorte que nous accueillons. Aujourd'hui, on va faire un concours pour la deuxième cohorte. Et on avait eu autour de 1200 étudiants qui se sont inscrits pour son master. Et après présélection, donc ceux qui ont eu donc, des documents valides donc, qui vont passer le concours aujourd'hui, c'est autour de 750 étudiants. Parmi ces étudiants, donc, on a autour de 750 étudiants qui vont passer le concours, mais la possibilité d'accueillir, on a donc une capacité de 70 étudiants, donc 35 par master. On a 2 masters, master en sciences des aliments et nutrition et master en santé et nutrition. À la fin du projet, on devrait avoir au moins 30% donc, de femmes qui ont donc master en sciences de nutrition, ce qui fait que l'année passée, on a eu effectivement 16% de femmes. Et cette année, après donc, consultation donc, des conseils scientifiques, on a résolu donc, d'avoir 50% de femmes et 50% des hommes pour qu'à la fin du projet, on ait au moins 30% de femmes qui ont fait donc, le master. En fait, la raison qui nous pousse à accueillir donc, des femmes en égalité avec les hommes, c'est que tout ce qui a rapport avec la nutrition, bien la malnutrition, ce sont surtout donc, des femmes qui s'occupent des ménages et donc ce sont des femmes qui sont beaucoup plus confrontées à ces problèmes donc, de malnutrition, à ces problèmes de bien-être. Surtout eux qui s'occupent donc, des enfants et c'est eux qui peuvent facilement expliquer à les collègues femmes. Ce qui fait qu'on aimerait quand même avoir un nombre conséquent de femmes qui ont fait cette master pour pouvoir aussi donc, divulguer donc, cette connaissance. On va équiper 8 laboratoires, mais aussi la réhabilitation va bientôt démarrer, ce qui fait qu'on aura quand même des bâtiments qui sont bien structurés et bien équipés pour la formation. Ce qui est des défis, quand même les défis ne manquent pas, surtout que quand on parle de financement, on a encore besoin donc, de financement pour pouvoir accomplir nos ambitions, parce qu'on veut faire vraiment l'excellence. Et pour l'excellence, il faut dépenser. Nous espérons que d'ici peu, on aura quand même la possibilité, on est en train de travailler d'arrache-pied pour pouvoir décrocher la deuxième phase du projet, ce qui va nous permettre d'avoir nos propres bâtiments. À la page tourisme, le Burundi s'apprête à accueillir la deuxième édition de la conférence et exposition régionale du tourisme dès ce vendredi. L'occasion sera pour les investisseurs dans ce domaine de tout faire pour exhiber plutôt les potentialités politiques du pays, a annoncé la ministre ayant le tourisme dans ses attributions. Marie-Chantal Nidjimbele l'a dit ce lundi après la réunion d'évaluation des préparatifs pour l'accueil de cet événement. Suivez. Nous sommes bien préparés pour pouvoir accueillir cet événement d'une importance capitale pour la visibilité des potentialités touristiques du pays, mais également pour la visibilité de notre pays. Ce sera une bonne occasion pour tous les intervenants dans le secteur touristique, et surtout tous les intervenants dans le commerce et des services, parce que pour un touriste qui entre dans un pays, c'est un atout pour le pays parce qu'il est consommateur par excellence. Et nous savons que le Burundi regorge de beaucoup de potentialités touristiques. C'est pourquoi nous interpellons tous les commerçants de services, tous les opérateurs dans le commerce et de services, de pouvoir venir dans les exhibitions qui seront ici lors de cet événement, mais également de participer dans les différentes conférences débats pour pouvoir échanger et partager l'expérience, mais aussi montrer les potentialités d'investissement dans le secteur touristique avec nos pays partenaires de la communauté de l'Est africaine. Mais également, nous les interpellons de participer à la tour de familiarisation qui sera une occasion de montrer et de visiter les sites touristiques du Burundi, mais également de montrer les potentialités touristiques au Burundi. Comme c'est un événement touristique, nous interpellons aussi toute la communauté, la population burundaise, de se préparer pour l'événement. Nous savons que le Burundi est un pays touristique par excellence, donc nous leur réserverons un accueil chaleureux.
En actualité internationale, les funérailles de la reine Elisabeth II ont été célébrées ce lundi à Londres plutôt. Les informations que nous tirons sur Euronews indiquent que de nombreux dirigeants sont venus du monde entier pour assister à cet événement qui s'est déroulé sous haute sécurité. Images et commentaires. Les funérailles d'État d'Elisabeth II ont débuté ce lundi matin à Londres. Le cercueil de la reine défunte a quitté Westminster Hall, où il était exposé au public depuis plusieurs jours, pour rejoindre l'abbaye de Westminster. Dans le cortège étaient présents les enfants de la reine, la princesse Anne, le prince Andrew, le prince Edward et le roi Charles III, mais également l'héritier du trône, William, prince de Galles, et son frère Harry, duc de Sussex. Le cercueil a été soulevé puis transporté dans l'abbaye de Westminster, suivi par les membres de la famille royale et par près de 2000 invités de marque. Le chef spirituel de l'église anglicane, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, a rendu hommage à la monarque et à sa vie consacrée au service de la nation et du Commonwealth. La première ministre britannique, Liz Truss, a également prononcé un discours. Une cérémonie remplie d'émotions à laquelle ont participé des dirigeants du monde entier. Parmi eux, le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Elisabeth II sera inhumée en fin de journée à la chapelle Saint-Georges aux côtés de son époux, le prince Philippe. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.